Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Troisième journée de négociations entre le Liban et Israël à Rome sous parrainage américain, avec l'ouverture d'un débat plus concret sur les zones pilotes et le dossier des prisonniers. Ces discussions se tiennent dans un climat tendu, marqué par les frappes israéliennes dans la région de Tyr et par la mort de 2 soldats israéliens au Liban Sud. La FINUL a enregistré le tir de 113 projectiles par l'armée israélienne, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis le 21 juin. Les négociations de Rome entre le Liban et Israël se poursuivent pour une 3e journée. Les discussions se tiennent à l'ambassade américaine dans la capitale italienne, sous parrainage de Washington, avec pour objectif de faire avancer l'accord cadre conclu fin juin. Selon des sources présidentielles, le débat est désormais entré dans une phase plus sérieuse autour des zones pilotes. La journée de négociation a été organisée autour de 3 réunions parallèles. Une réunion militaire, une réunion politique et une réunion juridique consacrée aux questions frontalières. Dans le volet militaire, les discussions ont porté sur les aspects techniques, les termes utilisés et le vocabulaire militaire lié à la mise en œuvre de l'accord. Le dossier des prisonniers a, lui, été divisé en 2 axes. Le premier concerne le cadre du droit international applicable aux prisonniers. Le second porte sur l'échange de listes, un point plus délicat pour le Liban, qui ne dispose pas de telle liste. Toujours selon ces sources, l'escalade au Liban Sud n'a pas été directement discutée alors que les frappes israéliennes ont visé des localités dans la région de Tyr, en particulier à Bourj al-Shamali, situé en dehors de la zone jaune. L'aviation israélienne a également frappé Mansouri et le secteur situé entre Mansouri et Majd el-Zoun, parallèlement à des tirs d'artillerie et de chars. En parallèle, l'armée israélienne a annoncé la mort de 2 soldats et 4 blessés, dont un grièvement, après l'explosion d'un engin dans un bâtiment au sud du Liban. L'Iran affirme s'être raccordé avec Oman sur un nouvel itinéraire de transit dans le détroit d'Ormuz, mais prévient que sa réouverture dépendra aussi du comportement des États-Unis. Téhéran accuse Washington de maintenir l'insécurité dans cette voie maritime stratégique, notamment à travers le blocus des ports iraniens. Alors que Donald Trump promet une réouverture très bientôt, sous peine de frapper l'Iran très fort. Téhéran dément toute négociation directe avec Washington. L'Iran affirme s'être accordé avec Oman sur un nouvel itinéraire de transit pour les navires dans cette voie maritime stratégique, dont les 2 pays sont riverains. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baghaei, les coordonnées géographiques du tracé envisagé ont été approuvées par les 2 parties. Téhéran et Mascate travaillent désormais à une déclaration conjointe, à condition, selon l'Iran, que des parties tierces ne viennent pas entraver le processus. Mais pour Téhéran, cet accord ne signifie pas automatiquement une réouverture sûre et complète du détroit. L'Iran affirme que la suite dépendra aussi des actions de Washington, qui impose de son côté un blocus des ports iraniens. Depuis la reprise des hostilités avec les États-Unis début juillet, l'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre environ 1/5 du commerce mondial des hydrocarbures. Donald Trump assure depuis plusieurs jours que Téhéran veut un accord et que le détroit rouvrira très bientôt. Il menace même de frapper l'Iran très fort si ce n'est pas le cas. Mais l'Iran dément toute discussion directe avec Washington et affirme négocier uniquement avec Oman. À Washington, le vice-président J.D. Vance reconnaît que les efforts diplomatiques sont difficiles, évoquant à la fois des avancées et des revers dans les échanges autour de l'Iran. Sur le terrain maritime, la tension reste élevée. L'agence britannique UKMTO affirme qu'un pétrolier a signalé avoir entendu des explosions alors qu'il transitait dans le détroit d'Ormuz, au sud-est de Qumzar, à Oman. En parallèle, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, affirment avoir attaqué 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ormuz reste donc le point le plus sensible de la crise régionale. L'Ukraine revendique de nouvelles frappes contre des raffineries russes situées loin du front, dont une en Bachkirie à plus de 1300 km des lignes de combat. Volodymyr Zelensky s'est félicité de ces attaques, alors que la Russie affirme avoir abattu plus de 600 drones ukrainiens.
En parallèle, Moscou poursuit ses frappes en Ukraine, visant notamment une gare dans la région de Kharkiv et un navire chargé de blé en mer Noire. La guerre des frappes longue portée se poursuit entre l'Ukraine et la Russie. Kiev revendique de nouvelles attaques contre des raffineries de pétrole russes, loin de la ligne de front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de frappes ayant touché une raffinerie en Bachkirie, à plus de 1300 km du front. Il affirme également qu'une autre raffinerie, située dans la région de Yaroslavl, à environ 700 km des combats, a été attaquée. Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie ukrainienne visant les sites énergétiques, logistiques et industriels russes. Moscou affirme de son côté avoir abattu dans la nuit 605 drones ukrainiens au-dessus d'une vingtaine de régions russes et de la Crimée annexée. Dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, un centre logistique du géant russe de l'e-commerce Wildberry a été légèrement endommagé par la chute de débris de drones, selon les autorités locales. Depuis la mi-juillet, l'Ukraine a frappé une vingtaine de sites liés à cette plateforme, dans plusieurs régions russes et en Crimée. La région de Yaroslavl a également été visée par ce que son gouverneur décrit comme l'attaque la plus massive contre ce territoire, avec 92 drones abattus. Mais la Russie poursuit elle aussi ses frappes en Ukraine. Dans la région de Kharkiv, 2 hommes ont été tués par un drone à la gare de Lozova, selon les autorités locales. En mer Noire, un vraquier battant pavillon de Guinée-Bissau, chargé de blé ukrainien, a été frappé par la Russie, selon le gouverneur de la région d'Odessa. L'attaque a provoqué un incendie à bord et fait un mort. Ces frappes croisées touchent désormais presque quotidiennement des infrastructures énergétiques, portuaires, logistiques et de transport. Plus de 4 ans après le début de l'invasion russe, la ligne de front reste largement figée, mais la guerre s'étend de plus en plus loin dans les airs, sur terre comme en mer. Au nord de Londres, un ancien manoir devient un musée consacré à un épisode longtemps méconnu de la Seconde Guerre mondiale. À Trent Park, des généraux et officiers nazis détenus dans un cadre luxueux étaient secrètement écoutés par des espions britanniques. Leurs conversations ont permis de recueillir des informations précieuses. Un manoir élégant, des salons raffinés, des jardins paisibles. À première vue, Trent Park ressemble à une demeure aristocratique du nord de Londres. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu cachait une opération de renseignement majeure. Transformé en camp de détention pour généraux et officiers nazis, le manoir accueillait ses prisonniers dans un confort calculé, vin, domestique, promenades et conversations libres. Mais à leur insu, des micros étaient dissimulés dans la maison et jusque dans les jardins. Au sous-sol, des espions britanniques écoutaient jour et nuit. Beaucoup étaient des réfugiés juifs germanophones, chargés de retranscrire les conversations des prisonniers. Aujourd'hui, ce passé secret est raconté dans un nouveau musée, la Trent Park House of Secrets, ouverte au public à Anfield. Selon son directeur, Giuseppe Albano, Trent Park faisait partie d'un réseau de lieux utilisés pour le renseignement britannique, avec Bletchley Park comme quartier général. Entre 1942 et 1945, 84 généraux et 22 officiers allemands y ont été détenus. Parmi eux figurait Dietrich von Choltitz, ancien gouverneur militaire de Paris, capturé après la libération de la capitale française. Les prisonniers, persuadés de parler librement, ont livré des informations sensibles, notamment sur les missiles balistiques V2. Ces renseignements ont permis aux Britanniques de cibler les centres de recherche allemands et de retarder l'utilisation de ces armes. Dans le musée, les visiteurs peuvent voir certains câbles d'écoute conservés après la guerre et entendre des conversations rejouées par des comédiens. Mais Trent Park raconte aussi l'histoire de ceux qui écoutaient dans l'ombre. Des hommes ayant fui le nazisme ont contribué, par leur langue et leur travail silencieux, à l'effort de guerre britannique. Longtemps restée secrète, leur mission est aujourd'hui reconnue comme une part essentielle de l'histoire du renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, destination Istanbul, où une poignée d'artisans perpétue un savoir-faire vieux de plus de 4 siècles. La fabrication des cymbales martelées à la main. Nées dans les orchestres militaires ottomans, ces percussions ont traversé les champs de bataille avant de conquérir les scènes mondiales, notamment celles du jazz. Entre alliages secrets, feux, marteaux et gestes transmis de génération en génération, la cymbale d'Istanbul reste aujourd'hui recherchée pour son caractère unique. Dans un atelier d'Istanbul, le métal devient musique. Sous les coups précis des artisans, un disque de bronze prend peu à peu la forme d'une cymbale. Ce savoir-faire plonge ses racines dans l'histoire ottomane. À l'origine, les cymbales accompagnaient les orchestres militaires, utilisés pour impressionner et déstabiliser l'ennemi sur les champs de bataille. Mais au XVIIe siècle,
Un orfèvre arménien de Constantinople, Avediziljian, transforme cet instrument martial en percussion raffinée. Il met au point un alliage et un traitement du métal qui rendent les cymbales plus solides et plus expressives. En 1623, le sultan l'autorise à ouvrir un atelier. Plus de 400 ans plus tard, la tradition continue. Chez Bosphorus Cymbales, dans la périphérie nord d'Istanbul, les cymbales sont toujours fabriquées à la main, selon des méthodes traditionnelles, avec du charbon, du bois et un alliage gardé secret. La fabrication peut prendre jusqu'à une semaine. Le cuivre et l'étain sont fondus, coulés dans des moules, refroidis, laminés, trempés, découpés, puis vient l'étape la plus délicate, le martelage. Pour le maître artisan Hassan Seker, aucun coup n'est donné au hasard. Chaque frappe modifie la tension du métal, sa surface, et donc son son. C'est ce qui donne, selon lui, une âme à la cymbale. Cette singularité séduit particulièrement les musiciens de jazz. Au Nardi Jazz Club, près de la tour de Galata, le batteur de Rimbayan explique qu'il ne joue qu'avec des cymbales fabriquées à Istanbul, car chacune possède une sonorité impossible à reproduire. Même deux cymbales de la même série ne sonnent jamais exactement pareilles. C'est cette imperfection maîtrisée qui fait leur valeur. Des champs de bataille ottomans aux scènes internationales, la cymbale d'Istanbul continue donc de porter un son unique. Celui d'un artisanat devenu patrimoine musical mondial. Et sur cette note, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.